Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans la vidéo 6 pour que je vous expose comment sont taxés les revenus immobiliers. C'est très important de comprendre puisque c'est un petit peu la base de tout. Une mauvaise stratégie fiscale, un mauvais investissement, typiquement vous achetez un appartement neuf, sans travaux, et vous le louez en location nue, tac, direct, enfin ou quasiment directement, vous êtes taxé presque au taux le plus élevé. Ça c'est une très mauvaise stratégie, puisque du coup, comme on sait que les impôts peuvent représenter selon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs, votre tranche d'imposition, entre 15, 20 jusqu'à 25% même de vos revenus. Donc typiquement, si vous avez un revenu brut à 10%, que vous gérez très mal, que vous avez un revenu net à 7 ou 6% et qu'en plus derrière vous reperdez 2% parce que vous avez mal géré votre fiscalité, un truc sur le papier qui était à 10%, qui était super, peut vite passer à 4% en net, donc c'est pas du tout l'objectif. Donc là je vais vous exposer ça aujourd'hui et c'est très important de bien suivre cette partie pour pouvoir investir intelligemment. Alors, il y a bien deux choses à comprendre quand on parle de fiscalité immobilière. Si on est en nom propre, c'est des revenus du patrimoine. Si on est en société, donc personne morale, c'est des revenus de société. Déjà, voilà, on part de cette base, il n'y a que deux choses. Là, dans notre cas, on va, même si bien sûr on traitera également le sujet des revenus en personne morale, c'est rarement, vraiment très rarement, le plus intéressant d'investir au début en personne morale. En fait, un investissement bien géré en fiscalité non propre est bien plus performant et bien plus intéressant. Non seulement tout au long de la détention, non seulement en termes de frais de gestion, puisque vous n'avez pas de comptabilité à tenir, vous n'avez pas de société à créer. En plus, ce sera plus intéressant parce que les plus-values à la revente sont beaucoup plus souples sur les particuliers. Vous n'avez pas de dividendes, c'est une société transparente, donc l'argent qui rentre, ça passe pas par une société où vous allez être taxé, puis retaxé quand vous le prenez en salaire ou quoi. Enfin, il y a 12 000 raisons qu'on va voir, mais voilà, concentrez-vous bien sur la personne physique parce que c'est ça la clé d'un bon investissement. Ok, alors, pour les investissements et les revenus immobiliers, sachez deux choses, c'est que quand vous avez des revenus du patrimoine, il y a deux taxations. Un, vous avez la tranche d'impôt sur le revenu, enfin la taxation d'impôt sur le revenu, d'une part, et la deuxième, vous avez les prélèvements sociaux. Puisque comme c'est des revenus du patrimoine, c'est pas qu'un salaire, vous voyez, où ça va juste être votre revenu qui va être taxé. Non, là c'est des revenus du patrimoine, donc on considère que du coup vous n'allez pas avoir de cotisations sociales à payer en amont, ou que vous n'avez pas d'entreprise qui a payé les cotisations. Donc du coup l'État se dit, on va également taxer aux prélèvements sociaux. Pour rappel, les prélèvements sociaux, ça permet de payer globalement en partie la sécurité sociale, c'est ce qui, ça c'est un avis personnel, mais à la limite n'est pas le pire et je pense qu'on sera gagnant là-dessus. En revanche, ça permet aussi de rembourser la dette, de payer les intérêts de la dette, puisqu'on ne rembourse absolument pas la dette à l'année, et différentes charges qui, selon moi, sont vraiment, pourraient être évitées. Parce que, je vais vous le donner, vous allez voir que les impôts, ça fait mal. C'est-à-dire que là, les prélèvements sociaux sont taxés à 17,2 pour la plupart des personnes qui résident en France et qui travaillent en France. Plus, vous allez avoir l'imposition sur le revenu qui va être soit de 0%, mais c'est très rare, ça voudrait dire que vous n'avez presque pas de revenus, soit de 11%, soit de 30%, soit de 41%, soit de 45%. Donc typiquement celui qui a des bons revenus, il va prendre 41% d'impôt sur le revenu, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc oui, son résultat net, c'est-à-dire la base taxable de ses revenus, va être taxé à 58,2. 58,2, je suis désolé, on frôle limite le communisme là, voilà. Donc faites bien attention à ça, parce que les impôts peuvent vraiment détruire un projet immobilier. Du coup on va regarder ensemble donc, le barème de l'impôt progressif, donc si je tape barème impôt progressif, voilà, donc on l'a ici. Alors, donc on voit d'abord que la tranche à 0%, c'est tous les revenus, donc jusqu'à 10 777 €. Ok, donc ça veut dire que si vous n'avez pas de revenus du travail, c'est-à-dire vous ne travaillez pas et que vous avez par exemple 10 000 € de résultat net, alors je parle toujours de résultat net, je vous réexpliquerai après le fonctionnement, mais je vous le donne déjà comme ça. Le résultat net en fait c'est simplement les loyers que vous encaissez, moins les charges d'exploitation. Donc typiquement j'ai 10 000 de loyer, moins ma taxe foncière, moins ma charge de copro, moins mon assurance, moins mes intérêts d'emprunt, moins mon assurance du prêt, qui est globalement à peu près les seules charges que vous pouvez avoir, égale le résultat net. Donc vous voyez, on passe de 10 000 à 7 000. Donc on va pas être taxé sur les 10 000 de loyer encaissé, on va être taxé sur le résultat, un peu comme une entreprise. Sauf qu'il y a moins de charges déductibles, c'est plus régulé quand on est dans le cadre des revenus du patrimoine. Donc vous pouvez juste déduire en gros les charges que je vous ai données, plus 2-3 autres s'il y en a, ça peut arriver. Si par exemple vous faites intervenir un artisan pour changer quelque chose, voilà, c'est une charge déductible. Si vous avez des frais juridiques par exemple, parce que vous avez pris un avocat pour évincer un locataire, ça passe. Vous voyez, c'est 2-3 trucs comme ça.
Voilà, donc de 0 à 10 000, vous êtes à 0%. Donc ça veut dire que si vous avez donc les fameux 10 000 euros de résultat net, eh bien vous aurez 0% de taxes sur l'impôt, enfin sur l'impôt sur le revenu, et vous aurez quand même les 10 et 2 de prélèvements sociaux. Donc 10 000 taxés à 10 et 2, ça fait 1 720 euros du coup d'impôt. Mais ça, c'est si vous n'avez pas de revenus du travail. Puisqu'en fait, par exemple, si vous travaillez, que vous êtes salarié et que vous gagnez 30 000 à l'année en revenus nets, vous savez, vous allez déclarer 30 000, vous allez avoir soit les frais kilométriques réels, soit les 10% pour charge. Donc on va imaginer que vous prenez les 10%. Du coup, si on fait 30 000 moins 10%, ça fait 27 000. Donc votre résultat, enfin votre revenu fiscal est de 27 000. Et du coup, si vous avez 10 000 euros de plus issus des revenus donc immobiliers, et bien du coup, votre revenu fiscal va être de 27 plus 10 000, donc 37 000. Et du coup, vous voyez, on va directement avoir ici les résultats, enfin vos 10 000 qui vont s'ajouter en plus de vos revenus, donc vous allez être quasiment d'office dans la tranche à 30%. Du coup, ce coup-ci, vos 10 000 vont être taxés à 30%, donc 3 000 euros, plus 17,2 pour les prélèvements sociaux, donc ça fait un total de 47,2, soit 4 720 euros d'impôt pour 10 000 euros de résultat net. Donc c'est énorme. Et ça marche comme ça de la sorte partout. Ce système d'ailleurs en fiscalité, pour bien comprendre la fiscalité et les investissements, c'est très important de le connaître, puisque on va dire que c'est votre salaire de base qui va déterminer dans quelle tranche vous vous trouvez. Et puis si jamais par exemple vous êtes marié ou pacsé à quelqu'un qui ne travaille pas, du coup vous allez avoir deux parts, donc ça veut dire que du coup vous allez certainement retomber dans une tranche à 11%. Vous voyez par exemple quelqu'un qui aurait 30 000 euros net, donc après déduction de revenus, et que le conjoint ou la conjointe ne travaille pas, divisé par 2, ça fait 15 000. Donc vous, si vous êtes à 15 000, vous allez vous trouver dans la tranche à 11%. Si vous avez des enfants, ça va rajouter, alors pour les deux premiers, des demi-parts, donc 0,5 parts, et à partir du troisième enfant, ça va rajouter une part. Du coup, donc en gros, vous voyez, ça va faire chuter votre résultat fiscal au niveau de la tranche, donc vous allez certainement repasser, si par exemple, là je reprends mon exemple de quelqu'un qui travaille seul et qui a un époux ou une épouse et deux enfants, il va certainement être dans la tranche à 0%. Je n'ai pas fait le calcul, mais il y a de grandes chances. Sachant que je fais juste une aparté, mais ça à la limite, c'est pas important pour vous, le plafonnement de l'impôt reste limité par les enfants. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui déclarerait un truc extraordinaire, genre, je sais pas, 1 million de salaire net, s'il a 15 enfants, il va pas du coup tomber à 0%. Ce sera plafonné. La réduction maximale par un enfant, c'est, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est de l'ordre de 1600 et quelques euros par an. Voilà, donc vous avez compris le système avec le barème, donc vous prenez votre résultat, vous enlevez vos 10% ou vos frais kilométriques réels, vous voyez dans quelle tranche vous vous situez. Si vous êtes genre à vous voyez, à 26 000, bon, vous êtes dans la tranche à 11%, et que si vous avez du coup 10 000 euros de résultats nets issus des revenus immobiliers, eh bien vous savez que de 26 000 à 27 748, donc pour 1478 euros, ça va être taxé à 11, et puis le reste, les 8000 et des poussières restants seront taxés à 30. Vous voyez, donc c'est vraiment un système de barème progressif. Ensuite, les prélèvements sociaux à 17,2, ça c'est pour tout le monde, ça c'est vrai pour tout le monde, sauf les personnes qui ne cotisent pas à la sécurité sociale française. Alors en France, on est obligé malheureusement de cotiser à la sécurité sociale française, on ne peut pas choisir de prendre théoriquement une assurance privée ou des choses comme ça, bien qu'il y en ait certains qui le fassent, mais ils sont souvent condamnés. Et du coup, les seules personnes qui légalement ne sont pas obligées de payer 17,2 de prélèvements sociaux, ce sont par exemple les frontaliers suisses, qui vont tout simplement eux cotiser à la LAMAL, qui est l'assurance sociale suisse, ou sinon à la CMU, qui est une sorte de branche de la cotisation, de la sécurité sociale française, mais pour les Suisses. Du coup, ils ne payent pas. Ceux qui travaillent au Luxembourg ne payent pas, ceux qui travaillent en Allemagne et qui cotisent en Allemagne ne payent pas, etc. Vous avez compris. D'ailleurs, si vous êtes simplement résident, par exemple belge, et que vous voulez investir en France, comme vous cotisez déjà en Belgique, vous allez payer, comme les frontaliers que je viens de citer, seulement 7,5% de prélèvements sociaux au lieu de 17,2. La raison elle est simple, c'est que vous payez quand même la dette sociale française, donc vous contribuez au remboursement, au paiement, pardon, pas au remboursement, mais des intérêts de la dette. En revanche, vous ne financez pas la sécurité sociale, puisque c'est interdit en Europe de cotiser à deux systèmes de sécurité sociale lorsqu'on fait partie d'un État membre européen. Par contre, si vous êtes résident américain, canadien, chinois ou ce que vous voulez, comme vous n'êtes pas en Europe, et bien sûr l'État ne se prive pas pour vous taxer à 17,2 puisqu'il n'y a pas de convention pour ne pas avoir double cotisation. Voilà, donc là vous savez. Donc je pense que cette formation sera surtout destinée à des résidents français, mais voilà, on peut aussi avoir des frontaliers et du coup 7,5 ou 17,2. Donc je vais vous donner autre chose. Vous pouvez taper simulateur impôt Boursorama, qui est très bien fait d'ailleurs, pour déterminer votre tranche d'imposition. En fait, vous allez prendre donc revenu 2023, bon, vous êtes marié ou célibataire, admettons célibataire, et vous avez un enfant à charge.
Vous voyez, vous avez bien 1,5 part. Et là, vous allez taper le revenu net total du foyer. Donc là, c'est bien le revenu que vous avez encaissé, moins les frais kilométriques ou moins les 10%. On va dire que vous gagnez, je sais pas, 3 000 € par mois net, donc ça veut dire que vous avez fait 36 000 à l'année. 36 000 moins 10%, ça fait moins 3 600. Du coup, ça va vous faire 32 400. Si je suis bon en maths, c'est pas dit. 32 400, je fais calculer. Voilà, donc là, ça me donne mon impôt sur le revenu, et du coup, je suis dans une tranche à 11%. D'accord, je peux faire résultat détaillé, et ici, vous voyez, on voit que du coup, compte tenu de mes parts, hein, évidemment, je peux monter du coup jusqu'à 41 000 dans cette tranche pour rester à 11%. Donc là, ça laisse de la marge. Donc on sait que si cette personne est là, même 20 000 € de résultat net, eh bien ce sera toujours taxé à 11 plus 17,2. Ou 7,5 si c'est frontalier. Mais ça, je vais arrêter de le répéter, je pense que vous avez compris. Voilà, donc ça, c'était important de le savoir. Je vous fais également une passe pour vous montrer si vous êtes en société. Là, si vous investissez en société, c'est-à-dire en personne morale, donc ça peut être une SCI à l'IS, parce qu'il existe aussi des SCI à l'IR, ça peut être une SARL à l'IS, parce qu'il existe aussi des SARL à l'IR, une SAS à l'IS, enfin, tant que c'est une personne morale qui est imposée à l'impôt sur les sociétés, que vous pouvez créer, alors la fiscalité, ça va être complètement différent. C'est-à-dire que là, comme c'est votre société qui va encaisser les loyers et être taxée, et bien du coup, vous allez, on s'en fiche de votre revenu à vous pour le moment, puisque du coup votre société va être taxée. Alors, je vous donne les barèmes, vous voyez, donc de 0 à 42 500 € de résultat, c'est-à-dire de bénéfices, hein. Donc une fois qu'on a pris donc votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire les loyers, qu'on a enlevé l'ensemble des charges. Donc là, pour le coup, comme c'est une société, vous pouvez très bien, par exemple, aller au restaurant, si vous invitez, je sais pas moi, votre banquier au restaurant pour le mousser, pour qu'il vous fasse un bon prêt, eh ben ça peut passer du coup en frais. Alors que évidemment, quand vous êtes en nom propre, ça ne passe pas. Puisqu'on n'a pas le droit de facturer des restaurants en nom propre. Enfin, on n'a pas le droit. C'est défendable, mais voilà, en cas de contrôle, il faudrait vraiment pouvoir justifier peut-être plus qu'en société. Par exemple, donc de 0 à 42 500 de bénéfices, votre taxation sera de 15%, et au-delà de 42 500, donc la tranche au-dessus, c'est pareil, hein, c'est toujours progressif, c'est 25%. Bon, si vous faites 1, 2, 3 investissements, il y a peu de chances que vous soyez au-delà de 42 500 de résultats nets. Donc retenez que pour la plupart des petits investisseurs, ce sera 15% de taxation. Donc vous vous dites, ah mais c'est génial, c'est mieux que les 47,2 de tout à l'heure. Alors oui, sauf que là, si par exemple vous encaissez, on va dire que vous encaissez par exemple 15 000 de chiffre d'affaires, donc de loyer. Ça fait combien ça par mois? Ça fait 1250, ok. Donc 15 000 de loyers qui sont encaissés. Ensuite, on a dit, vous allez déduire, vous savez, la taxe foncière, alors admettons 1000 €. Vous allez déduire votre assurance propriétaire non occupant, 90. Vous allez déduire vos charges de copro, peut-être, je sais pas, 600, ça dépend d'où se trouve votre appartement. Voilà, donc ça, c'est les charges d'exploitation. Peut-être les frais d'agence, si vous faites gérer, ça c'est bon à voir. Donc il va rester 13 310. Et puis, si vous avez investi à crédit, vous pouvez en plus là déduire les intérêts d'emprunt, l'assurance du prêt. Et la première année, vous pouvez déduire aussi les frais de courtage, les frais d'hypothèque, les frais de caution, pardon, je voulais dire, que vous payez à la société de caution, etc. On va imaginer là que du coup, vous n'avez pas de crédit. Donc il reste 13 310. Donc ça, c'est votre résultat, c'est votre bénéfice net. Si vous êtes en société, il y aura, je vais quand même le rajouter pour être vraiment, on va dire, concret jusqu'au bout, également les frais de gestion d'une société. Alors si c'est une personne morale type SARL, SAS, ça va être à peu près 1200 € l'année. Puis si c'est une SCI, ça peut être un petit peu moins cher, genre dans les 800-900, ou à peine moins. Bon, bref, votre résultat est donc à 12 110, c'est facile, vous êtes une société, vous êtes taxé à 15%, donc vous allez avoir 1816 € d'impôt, ce qui est évidemment moins pire que d'avoir les 47,2 de tout à l'heure. Par contre, une fois que vous avez payé les 1816, il reste donc sur votre compte 10 393 €, mais là, l'argent ne vous appartient pas, il appartient à votre société. Du coup, si vous voulez, vous, le percevoir, soit vous vous versez un salaire, donc vous devenez salarié de votre société, et donc là, vous allez payer 45% de cotisation sur ce que vous allez vous verser. Donc typiquement, si un mois vous vous versez, 10 000 € partent du compte de votre société, il y aura environ 4 000, 4 500 qui va aller pour l'URSSAF, donc pour cotiser donc à la retraite, chômage, etc. Du coup, il va vous rester, vous, sur votre compte 5 500, et ces 5 500, si c'est un salaire, vont s'ajouter comme si c'était revenu. Donc vous allez taxer à 0, 11, 30, 41%. La seule subtilité, c'est que si vous vous versez sous forme de salaire, les salaires sont des charges déductibles. Donc on n'aura pas les 15% d'impôt sur les sociétés. Donc tout à l'heure, je vous reprends l'exemple pour vraiment être, on va dire, aller jusqu'au bout. Si vous avez 12 210 restants sur votre compte et que vous versez sous forme de salaire, d'un coup vous faites partir 12 210, eh bien il restera 0 sur le compte de la société, donc vous aurez 0% d'impôt sur les sociétés. Par contre, vous aurez pris en gros
5 494 € de cotisation sociale, et puis si je fais moins 12 210, donc vous allez recevoir sur votre compte perso 6 715, donc déjà ça fait mal de perdre autant, et ces 6 715 vont s'ajouter à vos revenus du travail, donc du coup si vous êtes déjà dans une tranche à 30%, vous allez en plus reprendre 2014 € d'impôts, vous voyez, donc déjà là vous avez pris 65%, enfin un peu plus de 65% au total d'impôts, presque 60, ouais, un peu plus de 70, donc là c'est déjà moins avantageux. L'autre option, c'est que vous pouvez, si vous avez donc 12 210, payer votre impôt sur les sociétés, donc vous avez votre résultat, vous payez votre impôt, donc on a dit moins 1831, ça fait donc 10 379 qui reste sur le compte, après avoir payé votre impôt sur les sociétés, et là vous pouvez prendre sous forme de dividendes. Alors les dividendes c'est uniquement lorsque les comptes ont été établis, enfin, dans la majorité des cas, lorsque les comptes ont été établis, et que du coup vous dites, bah ok, mon bilan me dit que j'ai eu tant de résultats nets, je peux prendre des dividendes. Si vous prenez des dividendes, il y a deux manières de les taxer, soit au barème progressif avec un abattement, soit à la flat tax. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant, retenez, ni même dans cette formation d'ailleurs, retenez que globalement, les dividendes c'est taxé à 30% en plus, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que là, si vous reprenez sous forme de dividende, vous allez repayer 3113 € d'impôts. Donc au final, vous avez pris 15% d'impôt sur les sociétés, ok, puis vous avez repris du coup 30%. Donc si on fait 30 plus 15, on est à 45. Vous voyez, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de ce qu'on avait tout à l'heure en étant à 30 plus 17,2. Limite là on peut se dire bon, bah, ça s'équivaut, c'est à peu près pareil, machin. Sauf que vous allez voir que quand on prend en compte les plus-values, quand on prend en compte les frais de gestion et tout ça, bah c'est moins avantageux d'être en société. Donc voilà pourquoi investir en nom propre est mieux. Mais bon, au moins vous savez tout, vous savez comment ça fonctionne et comment vous êtes taxé. Donc dans cette vidéo, on a presque traité d'ailleurs le sujet de la vidéo suivante, même si je vais refaire une petite passe et vous donner quelques infos complémentaires. Donc voilà, ça vous a permis de bien comprendre la fiscalité des revenus immobiliers, enfin je l'espère. Et puis bah après vous de votre côté, même si ça vous paraît encore un peu complexe, vous allez prendre le temps de calculer vous votre tranche marginale d'imposition, savoir si vous êtes à 17,2 ou 7,5. Quand vous allez simuler votre projet, bah vous allez dire ah ok, bah j'encaisse tant de loyer, j'ai tant de charges, tant d'intérêts, il me resterait tant de résultats, je serai taxé à tant. Par contre, ce qui va être intéressant dans les vidéos suivantes, c'est que je vais vous expliquer comment ne pas être taxé et comment en fait avoir en permanence un résultat à zéro. Pour la location nue, ça va passer par du déficit foncier, si le projet le permet. Et pour la location meublée, ça va passer par le système des amortissements, qui est un avantage fiscal induit et qui est encore plus intéressant que les sociétés, puisqu'on a le même avantage que les sociétés, mais sans en payer les conséquences à la fin. Mais bon, ça vous allez le comprendre par la suite. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.